Quand tu étais enfant, on ne t'a pas appris à ne pas jouer avec la nourriture ? Apparemment, on ne l'a pas appris aux astronautes et faire flotter des cubes de gelée à travers la cabine en apesanteur est très amusant. Mais c'est aussi le signe d'un problème potentiel appelé l'euphorie de l'espace. Personne n'avait jamais envisagé qu'un bonheur extrême dans l'espace puisse devenir un problème. Mais c'est bien le cas, et ça n'a rien d'une plaisanterie. Pendant de nombreuses années, cette euphorie spatiale a échappé à toute détection, alors qu'elle était juste là, à la vue de tous. Lorsque l'astronaute de la mission Apollo 14, Alan Shepard, a emporté secrètement des balles de golf sur la Lune et qu'il a essayé de créer une Lune miniature pour celle-ci en tentant de lancer une balle en orbite, tout le monde a trouvé ça marrant. L'astronaute d'Apollo 16, Charles Duke, a pensé qu'il serait drôle d'essayer de rivaliser avec les athlètes des Jeux Olympiques de 1972 sur Terre. Il a tenté de sauter plus haut que les athlètes en bénéficiant d'une gravité lunaire équivalente à 1/6 de celle de la Terre. Duke a sauté si haut qu'il a pivoté en l'air et est retombé en s'écrasant sur le système de survie de son sac à dos. La chute aurait pu être fatale si le sac s'était fissuré. Le commandant de Duke, John Young, a alors déclaré « Ce n'est pas drôle » et il avait raison. Pourtant, lorsque les astronautes d'Apollo 17 se sont mis à danser et à chanter des berceuses tout en collectant des échantillons de roches, tout le monde a trouvé ça mignon. Et l'euphorie de l'espace est encore passée inaperçue. Dès 1965, lorsque Ed White est devenu le premier Américain à flotter dans l'espace lors d'une sortie extravéhiculaire, son euphorie spatiale est devenue évidente. Il est resté dehors bien plus longtemps que nécessaire, afin de tester sa mobilité avec le tout premier jetpack, ou MMU comme on l'appelait, l'acronyme de Manned Maneuvering Unit. Il a alors déclaré « Je ne reviendrai pas, c'est tellement amusant ». Enfin, lorsqu'on lui a ordonné de retourner à bord du vaisseau Gemini, Ed White a déclaré que c'était le jour le plus triste de sa vie. De toute évidence, quelque chose de sinistre était à l'œuvre avec cette euphorie de l'espace. L'apesanteur, associée à la vue de la Terre qui passe en dessous, crée une exaltation qui surmonte tout sens du devoir. C'est là le plus grand danger de cette euphorie spatiale. Avec le recul, on a pu constater les effets de l'euphorie de l'espace lorsque les astronautes d'Apollo 17 ont conduit le rover lunaire. Ils ont dépassé la limite de vitesse recommandée et on pouvait les entendre crier et hurler alors que le rover se balançait sur 2 roues, s'envolant même parfois dans les airs. L'astronaute canadien Chris Hadfield était occupé à travailler sur son EVA, ou activité extravéhiculaire, quand il a fait une pause pour regarder par-dessus son épaule. La magie de l'espace lui est apparue en pleine face. Il a été tellement bouleversé par la beauté de la Voie lactée que ses yeux ont commencé à s'emplir de larmes. Or, dans l'espace, les larmes ne coulent pas sur les joues, elles s'accumulent dans les yeux. Hadfield a été aveuglé par ses larmes de joie. Mais allant à l'encontre du protocole, il a refusé de le dire à ses superviseurs sur Terre. Ce n'est qu'une fois qu'il n'a plus été en mesure de travailler qu'Hadfield a prononcé la fameuse phrase « Houston, j'ai un problème ». C'était le résultat direct de cette euphorie spatiale. Il a toutefois réussi à remonter dans la navette, mais son EVA n'a pas été finalisé. L'euphorie de l'espace avait encore frappé. Il y a un autre aspect de l'euphorie de l'espace qui mérite une attention sérieuse. C'est ce qu'on appelle l'effet de surplomb. L'apesanteur dans l'espace affecte tout, de la santé physique et psychologique des astronautes à la physique liée à l'utilisation de tous les équipements mécaniques du vaisseau spatial. Cependant, l'apesanteur n'est pas due à un manque de gravité. Les astronautes sont en orbite autour de la Terre à moins de 500 km d'altitude, ce qu'on appelle LEO pour Low Earth Orbit, soit orbite terrestre basse. Or, il y a encore beaucoup de gravité en orbite terrestre basse. La gravité de la Terre maintient par exemple la Lune en orbite. Or, la Lune est à environ 400 000 km de distance. En fait, un astronaute de 68 kg en pèserait 64 en LEO. L'apesanteur dans l'espace est due non pas à l'absence de gravité, mais à la chute libre. Ce qui monte doit redescendre. La fusée est propulsée et environ 8 minutes plus tard, les moteurs s'éteignent. Le vaisseau spatial commence alors à retomber sur la Terre. Heureusement, à ce moment-là, il a atteint la vitesse orbitale, qui est d'environ 28 000 km/h. Ainsi, il tombe vers la Terre, mais ne la heurte jamais. Il continue à tourner autour dans la même trajectoire incurvée que la surface de la Terre. Il est donc en orbite. C'est une chute libre, et même si tout le monde appelle cela de l'apesanteur, ce n'est pas le cas.
Si tu devais placer un pèse-personne sous tes pieds en chute libre, il afficherait 0. Tu ne pèserais rien, mais c'est parce que le pèse-personne tombe lui aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les astronautes conservent toute leur puissance musculaire, leur masse reste la même. Par conséquent, ils peuvent soulever dans l'espace des équivalents lourds, qui pèseraient des centaines ou même des milliers de kilos sur Terre. Les astronautes deviennent des super-humains dans l'espace. Et cela crée une autre situation inhabituelle. Lors du tout premier voyage sur la Lune, les astronautes d'Apollo 8 n'étaient même pas censés regarder en arrière et photographier la Terre. Ils n'ont pris qu'un nombre limité de clichés de notre planète, ce qui est dommage. Toutefois, le lever de Terre depuis la Lune est sans doute devenu la photo la plus influente du XXe siècle sur le plan écologique et elle n'était même pas prévue. Mais c'est la clé pour comprendre l'effet de surplomb. S'étonner de l'inattendu. Même aujourd'hui, presque aucun globe terrestre ne représente fidèlement la Terre. Les globes dans les écoles et les bibliothèques montrent chaque pays, généralement dans des couleurs différentes. Chaque pays arbore une étoile pour marquer sa capitale. Ce n'est donc pas l'apparence de la Terre vue de l'espace. Ces globes ne sont pas des globes de la planète Terre. D'ailleurs, il n'est pas si facile de trouver un globe ressemblant à notre planète. Il n'y a qu'à lire les étiquettes sur les globes scolaires. Le monde géopolitique. Ce sont des globes figurant un lieu qu'on appelle le monde. Or, il n'existe pas de planète appelée le monde. Le monde ne vit pas dans l'espace. Il vit sur le bureau ou sur l'étagère de quelqu'un. La définition de l'espace est d'origine géologique. L'espace est défini comme existant jusqu'à l'atmosphère de la Terre, mais sans l'inclure. Ainsi, la Terre n'est même pas vue comme un objet astronomique. Cela explique pourquoi la toute première mission sur la Lune, la mission Apollo 8, n'avait prévu aucune photo de la Terre. Les selfies n'existaient pas à l'époque. Cela explique aussi pourquoi l'impact psychologique de voir le lever de Terre depuis la Lune a été si profond. C'était une perception unique et totalement nouvelle, à laquelle aucun humain n'était préparé. Voir la Terre dans l'espace était une surprise totale. Imagine que tu flottes dans l'espace, à l'extérieur du vaisseau spatial. Tu es entouré par la galaxie de la Voie lactée, brillant de ses millions d'étoiles. La planète Terre est une bille bleue qui passe sous tes pieds. C'est assez enivrant. Comment réagirais-tu? Serais-tu bouleversé à l'idée d'être en dehors du monde? L'astronaute d'Apollo 9, Rusty Schweickart, était convaincu d'être ce qu'il appelait l'élément détecteur de l'humanité. Qu'entendait-il par là? C'est justement l'effet de surplomb qui entre en jeu. Schweickart avait l'impression d'être connecté à tous les habitants de la Terre. Il a comparé cela à l'accession à une nouvelle forme d'existence. Et il n'est pas le seul à avoir ressenti l'effet de surplomb. L'astronaute d'Apollo 14, Edgar Mitchell, a déclaré ceci à propos du fait d'être dans l'espace. C'était plutôt une extension du même processus universel qui a fait évoluer nos molécules. Et ce que j'ai ressenti, c'est une connexion personnelle extraordinaire avec ce processus. J'ai vécu ce qui a été décrit comme une extase du sentiment d'unité. Je n'ai pas seulement vu cette connectivité, je l'ai ressentie et vécue de manière sensible. J'étais submergé par la sensation de m'étendre physiquement et mentalement dans le cosmos. Quelques années après son retour de l'espace, l'astronaute Mitchell a créé un institut pour étudier les ondes cérébrales des personnes qui ont été dans l'espace. Et il s'est avéré qu'elles étaient différentes. Selon les recherches de l'Institut de Mitchell, la sensation euphorique d'unité avec l'univers crée des ondes cérébrales similaires à celles des moines en méditation. Les études de Mitchell étaient si importantes que la NASA a lancé une mission spéciale en 1998, uniquement pour analyser les effets de l'espace sur le cerveau. La mission Neurolab a étudié les cellules cérébrales d'animaux de laboratoire et de l'équipage des astronautes également, alors que ces cellules essayaient de s'adapter à l'environnement de chute libre en orbite terrestre basse. Nous ne pouvons pas tous être astronautes, mais désormais, nous pouvons tous accéder à des expériences de réalité virtuelle de ce que les astronautes ont vu dans l'espace. Internet a ouvert notre perspective terrestre pour partager l'unité et l'unicité de l'effet de surplomb et nous donner un petit aperçu de l'euphorie spatiale que les astronautes ressentent là-haut. Des monstres sombres et toujours affamés vivent partout dans l'univers. Ils naissent lorsque des étoiles massives explosent dans l'espace. Certains trous noirs aussi lourds que la Terre ne sont pas plus grands qu'une balle de ping-pong. Ils n'ont pas de surface, mais leur gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Les trous noirs n'ont pas non plus de limite physique comme une membrane.
L'horizon des événements, qui est ce qui se rapproche le plus d'une limite au sens conventionnel, est un seuil qui marque le point de non-retour. Pour une étoile, la rencontre avec un trou noir se termine généralement par un spectacle de lumière et par sa destruction. À la connaissance des astronomes, une seule étoile a réussi à survivre à une rencontre avec un trou noir aussi lourd que 400 000 soleils. Cela s'est passé dans une galaxie située à environ 250 millions d'années-lumière de la Terre. Des astronomes équipés d'appareils très puissants ont remarqué des rafales de rayons X qui faisaient rage dans l'espace toutes les 9 heures. Ils ont pensé qu'il devait s'agir de signaux d'appel d'une étoile piégée par un abîme cosmique. L'étoile était une géante rouge lambda lorsqu'elle a rencontré son nouvel ami pour la première fois. Quand ils se sont rapprochés, le monstre spatial affamé n'a pas pu résister à la tentation et a grignoté son invité. Quand il en a eu fini avec les couches d'hydrogène extérieures de l'étoile, il ne restait plus que le cœur. Finalement, la pauvre chose s'est transformée en naine blanche, mais pour une raison obscure, le monstre géant n'a pas pu finir son repas et l'a piégé dans son orbite pour plus tard. Depuis, la naine blanche voyage en accomplissant une orbite de 9 heures. Elle reste suffisamment loin du trou pour ne pas tomber dedans ou être avalée. Son voyage n'est toutefois pas de tout repos. À cause de la gravité, sa trajectoire orbitale est constamment déviée. Au bout de 2 jours, elle ressemble à un motif de spirographe. Alors que le trou noir ne cesse de la grignoter, l'étoile continue de perdre sa masse et de grandir en taille. Sa propre orbite devient de plus en plus circulaire. Les scientifiques pensent qu'un jour, elle pourra s'éloigner en spirale de son méchant ami et se transformer en une planète de la taille de Jupiter dans 1 billion d'années. C'est 70 fois plus que l'âge actuel de l'univers. Donc cela pourrait bien ne jamais arriver. La Voie lactée compte à elle seule des centaines de millions de trous noirs, et il y en a bien plus au-delà. Ils pourraient se nourrir d'autres étoiles et les relâcher dans d'autres galaxies. Les télescopes qui existent actuellement ne sont peut-être pas assez puissants pour les repérer, mais la plupart des galaxies, y compris notre Voie lactée, ont des trous noirs supermassifs en leur centre. Ils peuvent être des milliards de fois plus lourds que le Soleil. D'autres de leurs semblables n'ont que 3 fois la masse du Soleil. Le trou noir le plus proche de la Terre a été repéré à 1000 années-lumière, soit tout près en termes galactiques. Il se trouve dans un système stellaire que tu peux voir à l'œil nu. Les scientifiques l'ont découvert lorsqu'ils ont remarqué qu'une étoile se comportait bizarrement. C'était une géante qui tournoyait follement. Ils ont deviné qu'elle devait avoir un puissant compagnon gravitationnel. Le trou noir le plus affamé que les astronomes aient repéré jusqu'à présent pèse autant que 34 milliards de soleils et est environ 8000 fois plus grand que celui qui se trouve au centre de la Voie lactée. Il mange l'équivalent d'un soleil par jour. Parfois, certains trous noirs en dévorent même d'autres qui se trouvent trop près d'eux. Avant que tu ne décides de monter dans un vaisseau spatial pour t'échapper vers une galaxie sûre et sans trou noir, voici quelques bonnes nouvelles. Même s'ils sont supermassifs, ils n'ont pas un rayon assez grand pour détruire la Terre. Et même les plus affamés d'entre eux sont sans danger si on les observe de loin. Aucun trou noir ne devrait s'approcher plus de notre planète que ne l'est le Soleil pendant une durée égale à 10 milliards de fois l'âge actuel de l'univers. Dans le cas improbable où l'une de ces choses effrayantes passerait près de Neptune, elle pourrait toutefois affecter l'orbite de la Terre, ce qui ne serait pas bon. En théorie, tout peut se transformer en un trou noir. La seule différence entre un trou noir et le Soleil est le matériau dont est fait leur centre. Il est incroyablement dense dans ces monstres de l'espace. En réalité, il n'y a qu'une seule façon connue de créer un trou noir. Il faut un effondrement gravitationnel d'une étoile supermassive de 20 à 30 fois la masse du Soleil. Ainsi, le Soleil ne se transformera absolument jamais en un trou noir. Mais si cela se produisait et que l'ancienne étoile conservait sa masse, elle aurait toujours la même puissance gravitationnelle. La Terre continuerait à tourner autour d'elle et ne serait pas attirée. Son orbite resterait également identique. Le seul énorme problème serait le manque de lumière solaire. En réalité, le Soleil n'est pas assez massif pour une telle transformation et finirait par devenir une naine blanche. Un trou noir ne mangera jamais une galaxie entière pour son déjeuner. Il y a environ 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Mais seulement 0,1% de toutes les étoiles qui se forment finiront par devenir des trous noirs. Le monstre supermassif perpétuellement affamé, qui se situe en plein milieu d'une galaxie, a une portée gravitationnelle impressionnante. Mais même cela ne serait pas suffisant. Il a déjà mangé la plupart des étoiles qui étaient proches de lui. Il pèse déjà l'équivalent de plusieurs millions de soleils.
de sorte qu'il ne peut pas grandir beaucoup plus, même s'il continue à grignoter des étoiles semblables à des soleils. Les galaxies continueront à se heurter les unes aux autres et les trous noirs à grandir et à fusionner. Mais comme l'univers est déjà énorme et qu'il continue de s'étendre, ces collisions et fusions ne dureront pas éternellement. Les trous noirs voyageront dans cet immense espace comme des étoiles errantes. Ils ne seront même pas capables de manger la matière noire à la périphérie des galaxies. Finalement, tous les trous noirs périront, mais cela se produira dans très longtemps. Si tu deviens un jour un explorateur de l'espace et que tu voyages assez loin pour rencontrer un trou noir et tomber dedans, ta vie ne s'arrêtera pas instantanément. Au contraire, les choses seront beaucoup plus compliquées. La façon dont tu perçois l'espace et le temps changera, et ta réalité se divisera en deux. Dans l'une d'elles, tu cesseras d'exister. Dans l'autre, tu vivras et entreras dans le trou sans être blessé. Lorsque tu t'enfonceras plus profondément dans le trou, tu remarqueras que l'espace devient de plus en plus courbe. Au centre du trou, il est infiniment courbé. C'est ce qu'on appelle la singularité. Les lois de la physique, basées sur les principes d'espace et de temps, n'ont pas cours ici. Dans un trou suffisamment grand, des millions de fois plus massif que le Soleil, tout se passerait parfaitement bien pour toi, et tu continuerais à tomber en chute libre, sans ressentir aucune gravité. Tu pourrais simplement continuer à tomber dans le vide total jusqu'à ce que tu atteignes la singularité. Tu n'aurais aucune chance de te déplacer dans la direction opposée. Là-bas, l'espace et le temps échangent leur rôle. Le temps se tire constamment vers l'avant sur Terre, mais au sens figuré, tandis qu'il le ferait physiquement à l'intérieur du trou. Dans un trou plus petit, la force de gravité serait plus forte à tes pieds qu'à ta tête. C'est pourquoi tu subirais un phénomène de spaghettification. C'est ainsi que les scientifiques appellent le processus où tu te comprimes horizontalement et t'étires verticalement, un peu comme des spaghettis à cause de l'énorme gravité du trou noir. En attendant, si tu avais un compagnon de voyage dans l'espace qui, pour une raison quelconque, n'aurait pas fini dans le trou noir, tout serait différent pour lui. Il te verrait t'étirer et grandir comme à travers une énorme loupe. Plus tu t'approcherais du bord du trou, plus tu aurais l'impression de te déplacer au ralenti. Puis tu te figerais et les flammes t'entoureraient. Tu serais à deux endroits en même temps, vivant deux destins différents, mais il n'y aurait toujours qu'une seule copie de toi. C'est ainsi que les trous noirs nous enseignent que rien n'est réel. La réalité peut être différente pour différentes personnes. Certains scientifiques pensent que nous vivons tous à l'intérieur d'un énorme trou noir. Tout dans l'univers a commencé avec le Big Bang. Mais selon une théorie, il y avait aussi quelque chose avant cela. C'était une graine super dense qui concentrait toute la masse et l'énergie de l'univers, à peu près aussi lourde qu'1 milliard de soleils. Elle était 1 billion de fois plus petite que toute particule observable par les humains. Cette graine pourrait être née à l'intérieur d'un trou noir. Si l'on admet l'idée qu'il y a plus d'un univers, les trous noirs pourraient aussi servir de portail entre ces univers. Cela pourrait être comme une racine que deux arbres se partagent. Tu ne peux pas voir un trou noir directement car ils n'émettent aucune lumière. Avant, les scientifiques ne pouvaient les repérer que par l'effet qu'ils produisaient sur leur environnement. Mais lorsque plus de 200 scientifiques du monde entier ont travaillé de concert, ils ont réussi à prendre les premières photos de cette bizarrerie spatiale. Les équipements qu'ils ont utilisés, s'ils étaient mis bout à bout, auraient la puissance d'un télescope de la taille de la Terre. Quelque part sous Terre, dans des laboratoires super secrets, des scientifiques tentent de créer un trou noir. Apparemment, la dernière expérience a été un succès. Le trou noir plane au-dessus du bureau pendant un moment, mais ensuite, en une fraction de seconde, il le dévore entièrement. Oh oh! Après son repas, le trou noir grandit jusqu'à devenir incontrôlable. Les microscopes et les tubes à essai s'envolent dans ce vide tout noir. Bientôt, tout ce qui se trouve dans la pièce a été dévoré. Chaque fois qu'il mange, il devient de plus en plus grand et attire des objets encore plus gros. À la surface, les gens vivent leur vie comme d'habitude. Certains joggeurs arrêtent pourtant de courir lorsqu'ils voient une sphère géante qui grandit au loin. Des maisons sont arrachées de leurs fondations et des voitures volent dans les airs vers un abîme noir. En quelques minutes, le trou noir a enveloppé toute notre planète. Puis, il devient assez grand pour consommer la Lune et Mars. Le trou noir est maintenant plus lourd que tout ce qui existe dans notre système solaire. Toutes les planètes commencent à tourner autour avant de se transformer en nourriture pour ce monstre. Finalement, même le Soleil s'éteint dans le ventre de la bête. Bon, quelle histoire sinistre!
Ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme ça que le scénario se déroulerait dans la vraie vie. Nos scientifiques sont peut-être capables de créer un trou noir, mais c'est bien moins dangereux que cela. Des scientifiques qui travaillent à Genève sur quelque chose appelé le Grand Collisionneur de Hadron essaient bien de fabriquer un trou noir. Cette machine fait en sorte que les particules se déplacent à grande vitesse jusqu'à ce qu'elles entrent en collision. Lorsque cela se produit, elles libèrent énormément d'énergie et créent de nombreux effets intéressants. Les scientifiques pensent que l'énergie libérée par ces collisions pourrait suffire à créer un trou noir. Certains sont tellement inquiets par l'idée qu'ils ont même tenté d'interdire la construction du Grand Collisionneur de Hadron. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de mal. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent, souvent sous forme de chaleur, comme un four. Cela signifie qu'ils vont s'éteindre lorsqu'ils n'auront plus de combustible. Si l'un d'eux apparaissait pendant l'expérience, il s'épuiserait instantanément et disparaîtrait en 1/1000e de seconde. Même si on réussissait à créer un trou noir microscopique stable, il se développerait si lentement que rien ne se produirait. En supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules qui l'entourent, un trou noir de cette taille mettrait environ un demi-billion d'années à prendre 500 grammes. Les trous noirs pourraient nous être très utiles. Un trou noir, avec la masse du mont Everest, émettrait assez d'énergie pour alimenter complètement l'humanité. Mieux encore, ils sont tellement denses qu'un trou noir de cette taille prendrait très peu de place. Mais nous ne pourrions pas créer quelque chose d'aussi énorme que les trous noirs naturels. Certains peuvent peser des centaines de milliers de fois plus que notre Soleil. Récemment, les scientifiques ont pu observer le festin d'un trou noir. Pouvoir voir comment un trou noir détruit une énorme étoile est l'un des spectacles les plus fascinants de l'univers. Les trous noirs sont plus lourds et plus destructeurs que tout ce qui existe. Ils sont à la fois étonnants et terrifiants. Et les trous noirs ne sont pas noirs du tout. Ils sont tellement énormes que même la lumière ne peut pas échapper à leur attraction. Ce qui signifie qu'ils sont en fait invisibles. Les scientifiques doivent utiliser des instruments spéciaux pour les trouver. La plupart des trous noirs naturels naissent lorsque les étoiles arrivent à la fin de leur vie. Tu peux imaginer des étoiles en bonne santé comme des fours géants qui brûlent de l'hydrogène et dégagent des quantités incroyables d'énergie. Chaque seconde, les étoiles comme notre Soleil produisent plus d'énergie que l'humanité n'en a jamais produite, ce qui la pousse vers l'extérieur et lui donne envie de grandir. C'est ce qui arrive et se fraye un chemin jusqu'à la Terre, et c'est la même chaleur qui a donné naissance à la vie sur notre planète. La seule chose qui arrête cette expansion est la gravité, une force qui, en gros, ne fait qu'attirer les objets vers quelque chose de lourd. La plupart des gens savent que la gravité est une force qui nous maintient au sol et nous empêche de nous envoler dans l'espace. La force de gravité d'une étoile est si forte sur les autres étoiles qu'elle leur donne envie d'imploser. Ainsi, lorsqu'une étoile est saine, la force de gravité la pousse vers l'intérieur, et l'énergie qu'elle libère tente de la gonfler comme un ballon. La plupart du temps, ces forces s'annulent et l'empêchent de faire grand-chose. Cependant, lorsqu'une étoile brûle tout son combustible, rien ne pousse vers l'extérieur pour l'empêcher de s'effondrer sur elle-même. Certaines très grandes étoiles produisent tellement d'énergie qu'elles se transforment progressivement en quelque chose qu'on appelle une géante rouge. Lorsqu'elles sont à court de carburant, elles se refroidissent et la gravité pousse cet énorme objet dans un espace minuscule. Les scientifiques utilisent notre Soleil pour mesurer la taille des objets dans l'espace. Notre Soleil pèse une masse solaire. Si une étoile lumineuse comme notre Soleil implose, il ne se passe pas grand-chose, ce qui est plutôt bien si on a déjà eu peur d'être englouti par un trou noir. Mais si une géante rouge d'environ 10 masses solaires implose, des choses incroyables peuvent se produire. L'effondrement de l'une d'entre elles est si intense qu'elle explose en une supernova, libérant une lumière aussi brillante que celle de la galaxie entière. Les étoiles, qui sont assez grandes pour produire des supernovas, deviennent parfois des trous noirs. Leur poids fait que la gravité les pousse vers l'intérieur et les compacte jusqu'à ce qu'elles s'effondrent en un trou noir en moins d'une seconde. L'intérieur d'un trou noir est mystérieux et demeure inexploré pour des raisons évidentes. Une chose que nous savons, c'est qu'ils sont si énormes qu'ils peuvent même déformer le temps. Une seconde à proximité de ce disque noir peut équivaloir à des semaines, voire des mois sur Terre, selon sa taille. En 2019, des scientifiques ont regardé un trou noir dévorer une étoile de la taille de notre Soleil.
Même avec ses 1,4 million de kilomètres, l'étoile s'est retrouvée complètement piégée dans le champ gravitationnel du trou noir. Pendant un moment, ils ont dansé l'un autour de l'autre, se rapprochant progressivement. Mais finalement, l'étoile s'est éteinte dans la bouche invisible du trou noir. Un trou noir peut parfois libérer des faisceaux d'énergie dans l'espace. Le plasma grésillant s'envole à 10 000 km par seconde alors que le trou noir finit de détruire l'étoile. Environ la moitié de la masse de l'étoile est consommée, tandis que le reste est éjecté dans l'espace. Ce qui est incroyable, c'est que ces titans insatiables consomment même d'autres trous noirs quand ils deviennent assez gros. La collision de deux trous noirs a récemment été observée par des scientifiques, lorsque l'un pesant 85 masses solaires en a rencontré un autre de 66 masses solaires. Lorsque les trous noirs interagissent, le plus gros avale toujours le plus petit, ce qui lui donne ensuite encore plus de masse. Le trou noir qui en a résulté a atteint une taille de 142 masses solaires. C'est difficile à croire, mais c'est quand même très petit pour un trou noir. Il continuera à consommer tout ce qui l'entoure et pourrait même atteindre la taille d'un trou noir supermassif à un moment donné. Ces masses sont incroyablement grandes et destructrices. Notre galaxie entière, la Voie lactée, tourne autour du champ gravitationnel d'un de ces trous noirs supermassifs. Ce monstre pèse environ 4 millions de masses solaires, soit plus d'1 trillion de fois notre planète, et ce n'est même pas la plus grande taille qu'ils atteignent. Il existe aussi la théorie selon laquelle des trous noirs peuvent arriver sans passer par une explosion spectaculaire. De gros nuages de gaz qui pèsent des centaines de milliers de masses solaires pourraient se condenser sous la force de leur gravité pour former une étoile. Cet objet serait déjà tellement lourd qu'il continuerait à se compacter jusqu'à devenir un trou noir, sautant ainsi le stade de la supernova. Les trous noirs supermassifs sont si éloignés et difficiles à observer que la science ne les comprend pas encore parfaitement. Nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, ce qui donne lieu à beaucoup de spéculations. Pendant des décennies, les gens ont élaboré des théories sur la façon dont nous pourrions utiliser les trous noirs. Savoir que ceux-ci déforment le temps signifie que quelqu'un pourrait l'utiliser pour voyager vers le futur avec la bonne technologie. Si c'était possible de construire un vaisseau suffisamment solide pour résister aux puissants champs gravitationnels, ce serait simple. Il leur suffirait de décider jusqu'où ils veulent aller et de contourner l'extérieur du trou noir. Dans les quelques minutes ou heures qu'ils passeraient près de la distorsion temporelle, des années pourraient s'écouler sur Terre, voire même des milliers d'années sans avoir vieilli du tout physiquement. Waouh, ça c'est officiellement époustouflant.